Bonjour à tous, Échappée saison 5, épisode 3, et aujourd'hui on va parler du prodige français du sprint. Il vient de remporter sur le Giro ses premières étapes sur un grand tour. Et puisqu'on parle du Giro, ça tombe bien, on a notre envoyé spécial sur le Tour d'Italie, c'est Thomas Perotto. Salut Jérémy, salut à tous, et pour paraphraser un de nos éléments phares du podcast, ciao à tutti. Comment ça se passe sur le Giro? Dans quelle ville est-ce que tu te situes ce matin? Je suis à Lavis, c'est dans la province de Trento, et je suis pas très loin du départ de Faille de la Paganella. On est à 5-10 km du départ de cette 18e étape. Je commence à me mélanger un petit peu, on est en fin de 3e semaine comme les coureurs, mais c'est bien ça, la 18e étape. Et à nos côtés également, le cador d'échappée, Nico Pertuis de Vélomag. Salut Nico. Bonjour tout le monde. Le casting est complet, c'est parti. Paul Magnier était présent à nos côtés, il était l'invité d'échappée au mois de juillet dernier, une discussion très sympa avec Luc Erinx, donc si vous avez manqué ce podcast, n'hésitez pas à aller le réécouter. En attendant, Paul Magnier, finalement est entré dans une nouvelle galaxie, une nouvelle dimension, Thomas, et il a commencé très fort le Giro. Est-ce une suite logique pour toi, ou est-ce que c'est davantage une surprise? Si on compare par rapport à son Giro 2025, où il n'avait jamais réussi à gagner alors que c'était l'objectif, il était parti à la fin de la deuxième semaine, là il est toujours présent au départ de cette troisième semaine, et dès la première étape à Bourgas, il a gagné. Et surtout, au-delà de gagner, il a gagné 2 fois en 3 jours, ce qui prouve quand même qu'il a pris une autre dimension. La concurrence sur ce Giro est certes un petit peu moins importante qu'elle pourrait l'être sur le Tour de France ou qu'elle pourrait l'être sur d'autres grandes classiques réservées aux sprinters. Il n'empêche, à 22 ans, remporter 2 étapes sur le Giro, c'est pas donné à tout le monde. C'était son objectif. Il s'était beaucoup préparé pour ça. Son entraînement était notamment tourné pas mal d'altitude pour pouvoir passer les montagnes et être en mesure de jouer les sprints les lendemains d'étapes de montagne depuis le départ. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le Giro 2026 de Paul Magnier est évidemment une grande réussite, même s'il y a des petits bémols qu'on pourra évoquer après. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Thomas, bien sûr. À la nuance que dans ta question initiale, Jérémy, je crois que c'était est-ce que c'est le meilleur sprinter de ce Giro? C'était ça? Alors l'idée pour l'instant c'était plutôt de savoir si c'était une surprise ou si c'était la continuité de son évolution. Si on peut parler de surprise, oui et non. Moi, la surprise, c'est surtout de savoir dans quel état de forme il allait être sur ce Giro, mais on sait que quand il est en forme, il gagne. Le bémol le concernant, c'est que cet état de forme n'est pas forcément constant chez lui. On a pu le constater les 2 saisons passées et encore cette saison. Mais sur le deuxième sprint qui gagne, Sofia, moi je me pose la question de savoir si Groenewegen n'était pas plus fort que lui. Sauf qu'il gagne parce qu'il a la vista ce jour-là de prendre la roue de Milan. Je me permets de rebondir sur ce que dit Nico. C'est intéressant sur le sprint de Sofia, justement. Certes, c'était pas le plus fort, mais c'est là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent. C'est que ça veut dire que c'est aussi un coureur qui, sans être le plus fort, à un moment donné, est capable de remporter un sprint massif ou semi-massif, vous l'appelez comme vous voulez, en fonction des personnes qui étaient là ce jour-là. Mais voilà, avoir la lucidité de se dire, je me mets dans la roue de Milan, je fais pas l'effort de trop, ce qu'il a pu faire par le passé, de lancer de trop loin, d'avoir perdu la roue de son coéquipier, ou de se placer un peu mal. Ce jour-là, il était peut-être pas le plus fort en force pure, comme le dit Nico, sauf que c'est lui qui a remporté l'étape devant Milan et Groenewegen. Et ça, c'est quand même une balise dans son évolution et dans sa capacité à gérer un sprint. Et puis Thomas, si on se rappelle de ce scénario ubuesque de la fin d'étape qui permet à Zversnes de UnoX de gagner, Paul Magnier est encore le meilleur derrière des sprinters, avec un poil de réussite en plus, aujourd'hui il pourrait être à 4 étapes. Oui, il pourrait être à 4 étapes, mais c'est là où ce Giro il a un goût d'inachevé pour l'instant, c'est que notamment son équipe et les autres équipes de sprinters sont quand même passées au travers de au moins 1 ou 2 étapes dans la chasse aux échappées, pardon, et celle de Milan, elle est assez symptomatique là-dessus, parce que c'était une étape qui était complètement destinée aux sprinters. C'était fait pour un Jonathan Milan notamment, et ce jour-là, à l'arrivée, c'était Paul Magny l'a dit au micro, il était énervé, il était agacé, il était frustré, et c'est là aussi, je trouve, une petite évolution. C'est que j'ai l'impression qu'avant, il se satisfaisait de courses où il aurait pu passer à côté de son sprint, où finalement il faisait une pas si mauvaise place. Et là, on a vu beaucoup d'agacement dans son regard et dans ses paroles. J'ai essayé de le suivre tant bien que mal du podium protocolaire à son bus qui était à environ
400 mètres. Alors, j'ai pas compté le nombre de foulées que j'ai fait, Nico, à la place des coups de pédale, mais en tout cas, Paul Magny avait pas l'intention de s'arrêter une deuxième fois et répondre à une question de plus sur ce sprint et sur cette étape. On sentait beaucoup d'énervement chez lui. Il est monté dans le bus, il s'est douché et on l'a plus revu, quoi. Donc, ouais, il est frustré par ça et lui se voyait, alors ça, c'est un sentiment personnel, peut-être faire 4 ou 5 étapes sur ce Giro. Il en reste une, attention, à Rome dimanche. Et puis moi, j'ai envie de revenir sur l'étape de Naples, où il pleuvait, où les Rosta Rocket, je sais pas comment Les Unibet Rose Rockets sont tombés. Alors certes, il était bien placé dans la roue de ces coureurs-là, mais là, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Thomas. Il y en a eu une évolution, certes, dans le placement, quand ses coéquipiers sont plus là, mais ce jour-là, s'il est vraiment dans la roue de Stuyven, il gagne. Il n'est pas dans la roue de Stuyven, qui est quand même son poisson pilote ce jour-là, sur cette étape-là. C'est drôle parce que Frédéric Brochet, qui est son entraîneur, qui est aussi l'entraîneur de Tim Merlier, s'est exprimé il y a peu de temps par rapport à cette faculté qui est la grande force de Tim, de s'adapter à tous les sprints, qui est un sprinter pur comme pouvait l'être Cavendish. Il y avait une nuance encore par rapport à certains placements de Paul. On sent une évolution très nette, une vraie progression par rapport à ça, parce que je pense que physiquement, il a gagné des choses et qu'il c'est plus facile pour lui de peut-être faire des mouvements dans le dernier kilomètre avant le sprint. Mais pour moi, ça reste un peu l'une des failles de ce sprinter-là, même si on l'a vu, quand il se met dans la roue de Milan, c'est parfait. C'est-à-dire que là, il sent le truc et en fait, il fait un sprint parfait. Par contre, à Naples, ouais, ça joue pas à grand-chose parce que certes, il est pas dans la roue de Stuyven, il est pratiquement à côté. Mais ce jour-là, il fallait être dans la roue de son poisson pilote, il l'est pas. Ouais, ça fait toute la différence à l'arrivée, effectivement. Thomas, qu'est-ce qui t'impressionne chez lui? On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de posé, mais avec une mentalité de gagneur. On a parlé du timing de son sprint, ça fait quand même beaucoup de qualité pour un tout jeune garçon. C'est un gagneur, quelqu'un qui pense beaucoup au nombre de victoires qu'il peut enquiller. Et je pense que la bascule, elle est intervenue l'an dernier quand il enchaîne autant de victoires au Tour de Guangxi, à la Cro Race, donc au Tour de Croatie. Il y avait eu le Tour de Slovaquie juste avant. Et en fait, j'ai l'impression, quand je relis les interviews qu'il a pu faire avant, pendant et maintenant, que ça a été un déclic, en fait, de se voir aussi fort, de voir le sentiment que ça pouvait lui procurer de gagner autant de fois, de remonter à chaque fois sur le podium. Après, sa personnalité, j'ai l'impression qu'elle est... Enfin, il y en a deux. Il y a Paul Magny sur le vélo et il y a Paul Magny qui ne fait pas de vélo. Je vous invite à lire le papier de Johan Aubois cet hiver. Il était allé chez lui en Isère où il nous raconte un peu son itinéraire et son caractère. Et dans ce papier-là, ses parents disent que c'est quelqu'un qui a encore besoin d'être materné. C'est pas le garçon le plus mature. Johan, qui connaît aussi très bien Pogacar, ne compare pas les deux, mais en tout cas, il dit qu'il est un peu comme Pogacar en dehors du vélo, c'est un enfant. Il oublie des trucs, il oublie sa valise. Son père, d'ailleurs, ça le rend dingue. Il répond pas toujours aux textos, que ce soit de ses parents, de son équipe ou des journalistes. Donc, deux personnalités complètement différentes. Par contre, quand il monte sur le vélo, il bascule, c'est le fameux on-off, et là, ça devient un tueur, quoi. Et ça aussi, je pense que ça va continuer à se développer. Il est encore tout jeune. Je me souviens, en février 2024, j'étais allé au Tour d'Oman en début de saison et c'était une épreuve que Paul Magny courait. Il avait remporté une étape. C'était la troisième, d'ailleurs une étape qui était promise à Luc Lamperti, qui était son coéquipier, avec qui il avait fait ses classes chez Trinity Racing avant Soudal. Et après la course, il était vraiment dans un autre monde, quoi, à bouger une chaise, à faire des blagues à son pote Antoine Hubie, encore un enfant. Et là, je parle vraiment sur le vélo, que là, on a vraiment senti une bascule où la compétition et l'image que renvoie, l'image que l'équipe Soudal Quick-Step renvoie, ça a vraiment infusé chez lui. On va dire qu'il est beaucoup plus professionnel qu'il ne l'était avant, et ça, c'est tout à fait normal, puisqu'il a encore une fois que 22 ans, et il a déjà au moins 3 saisons professionnelles. C'est vrai, tu as raison de rappeler cet épisode du Tour d'Oman où il était censé lancer les sprints à Luc Lamperti. Les deux coureurs étaient néo-pro, et à l'arrivée, Paul Magny avait largement imposé sa pointe de vitesse. Toi, Nico, qu'est-ce qui t'impressionne chez Paul Magny? Moi, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui m'impressionne pas, surtout. Ouais. Parce que... tueur sur le vélo, ça, évidemment, quand on est un sprinter comme lui, il faut l'être, il l'est. Par contre, pas tueur dans ses ambitions, je trouve, parce que je relisais des interviews qui ont été faites de lui cet hiver, et par exemple, pour lui, il ne sera pas sur le Tour avant 2 ans, voire 3 années. Et est-ce qu'il y a un complexe? On
On peut se poser la question quand il dit ça, parce qu'aujourd'hui, il aurait sa place sur les meilleurs sprinters, avec les meilleurs sprinters sur le Tour de France. Et puis il y a le coureur lui-même qui d'ailleurs l'Explore qui est sorti sur lui, sur l'équipe, je l'ai regardé il y a 2 jours, et pendant une de ses sorties d'entraînement, il chute violemment, et il continue sa sortie en faisant des efforts après, alors que quand on est coureur comme ça et qu'on connaît les conséquences d'une chute, on rentre chez soi, on continue pas en entraînement en faisant des efforts. Il y a certes le tueur sur le vélo, mais ça, tout sprinter doit l'être, sinon c'est pas la peine. Après, quand il est plus sur le vélo, ouais, je trouve que c'est là que peut-être que ça pêche entre guillemets. Je le mets bien entre guillemets parce que le garçon gagne des courses et des belles. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit mentalement dans le même esprit qu'un Paul Sexas, par exemple, quoi. Il y a beaucoup plus de choses qui viennent, de trucs parasites, on le sent mentalement, qui viennent un peu interférer par rapport à ce qu'il peut ambitionner. Thomas, tu parlais tout à l'heure de la concurrence de ce Giro. Alors, Jonathan Milan est là, Tobias Lund Andresen, Dylan Groenewegen. Il en manque quelques-uns, bien sûr. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, d'après toi, de classer Paul Magnier dans la hiérarchie des sprinteurs mondiaux? Alors, bien sûr, Jasper Philipsen reste très haut. Jonathan Milan aussi, même s'il a été battu par Paul Magnier. Tim Merlier, de toute façon, il ne courra pas contre Tim Merlier tant qu'ils seront dans la même équipe. Donc, où est-ce que tu le placerais, toi? Est-ce qu'il est déjà top 3, top 5? Je le placerai juste après les 2 mecs que tu viens de citer, justement, Tim Merlier et Jasper Philipsen, mais juste derrière, mais quand même avec pas loin derrière. Il y a quand même un étage entre ces mecs-là et Paul Magnier, selon moi. Si on n'en voit pas un coureur sur le Tour de France quand on joue des sprints massifs, c'est qu'on sent qu'il y a encore du boulot, qu'il faut encore travailler avec son train. Il y a eu des petits changements aussi là-dessus. Là, il est beaucoup avec Dries Van Gestel, avec Jasper Stuyven. Stuyven, il vient d'arriver. Il y a Dylan Van Baarle aussi qui vient d'arriver. Donc, il y a beaucoup de réglages. Donc, pour moi, il fait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux, mais il n'est pas sur le podium des meilleurs sprinteurs mondiaux. Et comme l'a dit un peu Nico tout à l'heure, j'étais d'accord avec ça. Jonathan Milan est à la rue sur ce Giro. Pour moi, c'est la grande déception chez les sprinteurs, parce que on peut s'interroger déjà sur le choix de Lidl de mettre Jonathan Milan au Giro et de mettre Mats Pedersen sur le Tour de France, alors que si on regarde les étapes, je pense que l'inverse aurait été plus malin, entre guillemets. Mais pour moi, aujourd'hui, Jonathan Milan, il est au-dessus de Paul Magnier dans son potentiel à cet instant-là. Il a couru beaucoup plus de courses, il a beaucoup plus l'habitude de faire des sprints massifs. On sent qu'il est beaucoup plus puissant. On l'a pas vu cette année, mais un Olaf Koy, pour moi, pareil, il est une catégorie au-dessus de Paul Magnier. Donc voilà, il fait partie évidemment des 5-10 meilleurs sprinteurs mondiaux, alliés des 5-7 meilleurs sprinteurs mondiaux, mais je ne le mettrai pas au sommet de la pyramide. Je pense qu'il y a une donnée à prendre en compte qui est hyper importante dans la progression de Paul, c'est son poids. Il y a 1 an et demi encore, il faisait 7,5 kg de moins. On sait, il a pris 15 kg en 3 ans. Je crois qu'il faut qu'il se pose là-dessus un peu, et je pense que le sprinter qu'il est va s'affirmer en restant autour des 80 kg. Il est à 79, je crois, maintenant. Il a gagné la Classique des Alpes en 2022 à 64 kg. Il y a une transformation corporelle qui n'est pas simple en termes de qualité physique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un garçon qui va se poser par rapport à ça, et je pense qu'il va s'affirmer un peu plus dans le sprinter qu'il est, dans les qualités du sprinter qu'il est. Par exemple, l'année dernière, quand il gagne à Bessèges, on se dit, tiens, rappelez-vous de cette étape, c'était une étape en montée, il avait gagné un peu la Pedersen, c'est-à-dire un sprinter capable d'avoir des efforts lactiques très longs. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera encore capable de faire ça avec son évolution de poids. Donc, moi, je le cherche un peu aussi ses qualités en tant que sprinter, mais je crois qu'il faut lui laisser encore une année, et je pense que dans 1 an, il aura posé tout ça. Ça fonctionnera beaucoup mieux avec son train que ça fonctionne aujourd'hui, mais il a des hommes de qualité autour de lui, vraiment un train de qualité. D'ailleurs, Stuyven était chez Lidl avant. Non, Si, c'est ça. Oui. Et je pense qu'il manque dans ce que peut faire Milan. Moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 1 an par rapport au sprinter que sera Paul Magnier, mais j'y vois quand même beaucoup de choses qui font qu'il va s'affirmer encore plus. Enfin, moi, j'aimerais bien le voir sur le Tour l'année prochaine, par exemple, quoi. Je pense que, mais lui, il le dit pas, il le verbalise pas.
Est-ce que Merlier va garder le leadership suffisamment longtemps dans l'équipe pour rester sur le tour comme il le fait maintenant depuis plusieurs années? Je ne sais pas. Mais laissons-lui encore un peu de temps, même si on sait que pour un sprinter, la Pmax, c'est la puissance maximale développée sur un sprint. Ça, on sait, il est aux alentours de 1950 watts, ce qui est énorme. Mais cette Pmax ne va pas évoluer beaucoup. Par contre, il va évoluer sur cette qualité de la tenir plus longtemps. Donc, laissons-lui encore un peu de temps. Et je pense que d'ici un an, il sera top 3 des sprinters sans problème. En tout cas, je le vois comme ça. Il nous disait au mois de juillet avec Lucky Rinks dans le podcast Échappé qu'il rêvait d'un profil un petit peu à la Van Der Poel. Pedersen, ça marche aussi. Ça veut dire capable de briller aussi sur les classiques, capable de bien passer les bosses. Thomas, est-ce que la transformation espérée par Paul Magnier n'est pas un doux rêve finalement? Parce que maintenant, on le catalogue parmi les meilleurs sprinteurs du monde, mais pour passer les bosses, pour rivaliser avec Van Der Poel ou les meilleurs punchers du monde, il y a encore un petit gap. C'est pour moi toute la difficulté aujourd'hui de ce coureur-là, c'est son positionnement. Alors, il est en pleine progression, on l'a dit, hein, il a que 22 ans, il va encore prendre de la caisse, il va se perfectionner sur plein de trucs, mais est-ce qu'on veut en faire un coureur de classique? Est-ce qu'on veut en faire un sprinter? Et j'ai l'impression quand même, il n'y a pas 10 000 coureurs qui sont capables de faire les deux. On parle de Van Der Poel, mais Van Der Poel, c'est quand même un coureur hors norme. Il n'y en a pas 36, des Van Der Poel, des Van Aert non plus, des Mats Pedersen non plus. Est-ce que et Mats Pedersen, il remporte pas non plus tous les sprints massifs, il remporte pas non plus toutes les classiques. Donc il y a quand même une difficulté à se positionner qui le dessert à la fois dans sa capacité à être bon sur des sprints massifs et peut-être à être bon sur les classiques. Son printemps-hiver, enfin je sais pas quelle période, au mois de mars, si on est déjà au printemps ou en hiver, je me rappelle jamais, mais au Newsblad, à Kurn, à travers la Flandre, dans VV-Game, on avait des grands espoirs pour Paul Magnier. Il n'a pas confirmé sur ces classiques-là. Alors, il y a eu plein de choses à prendre en compte, hein. Il a eu des incidents mécaniques au Newsblad, à Gand-Wevelgem, il crève, puis après, il a un saut de chaîne, donc il n'arrive pas à se replacer et exister dans le final. Mais sur ces profils de course où lui aimerait briller et où lui évoque spontanément un profil à la Mathieu Van Der Poel, on l'a pas retrouvé à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y aura un choix à faire à un moment entre sprinter massif, enfin pour les sprints massifs, ou courir sur les classiques? Je pense qu'il faudra se poser cette question très rapidement chez Soudal. On l'a souvent comparé à Boonen. Je crois que c'est Tom Steele qui l'avait comparé à Tom Boonen. Tom Boonen, à 22 ans, avait déjà fait 3e d'un Paris-Roubaix. À 24 ans, il gagnait Gand-Wevelgem, il gagnait le Grand Prix E3. À 25 ans, il gagnait son premier Paris-Roubaix. Tom Boonen était champion du monde cette année-là également. Il reste 3 saisons, si on veut comparer à Tom Boonen. Hein. Les comparaisons ne restent que des comparaisons. Mais il n'est pas en retard par rapport à ça. Ce qui est intéressant, et là... encore une fois, Frédéric Brochet, son entraîneur, a parlé par rapport à ça parce qu'il compare avec Merlier. Il disait que Paul a un système cardiovasculaire beaucoup plus développé que Merlier. Il est taillé pour l'endurance, une VO2 max beaucoup plus grosse que lui. C'est vrai que Tom Merlier, on ne le voit jamais sur les classiques. On le voit sur les classiques qui peuvent se terminer au sprint, mais on ne le voit pas sur des Tours des Flandres ou des Paris-Roubaix. Selon son entraîneur, il est taillé pour ça. Par contre, il dit 3 choses qui sont importantes. Il faut qu'il lise mieux la course, qu'il apprenne à canaliser son tempérament parce qu'il fait souvent des efforts à des mauvais moments sur les classiques. Il doit mieux répartir ses apports énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème par rapport à ce qu'il peut, dans le ravitaillement, en tout cas dans l'alimentation. Ouais, tout ce qui est glycogène et tout ça. Et puis mieux répartir ses efforts en course. Voilà, donc Paul, il vient d'autres sports. Le vélo, il l'a découvert tard. Je crois que... il n'a pas ce qu'ont certains autres coureurs comme Julien Alaphilippe peut avoir, c'est-à-dire la vista, quoi. Sentir forcément la course toujours au bon moment quand il faut. Et sur ces courses-là aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. Je rejoins Thomas quand il dit qu'à un moment, il va falloir faire un choix entre être qu'un peu sprinter et un coureur de classique, parce qu'on le sait, les coureurs de classique, surtout au début de saison, ne travaillent pas de la même manière le sprint que peuvent le faire les peu sprinters. Quand on prépare les classiques en début de saison, on va faire un volume d'entraînement beaucoup plus long et on va travailler le sprint sur la fatigue, alors que les purs sprinters vont toujours travailler les sprints sur la fraîcheur. Donc d'ailleurs, Boonen, quand je reviens sur Tom Boonen, il avait perdu en explosivité au fur et à mesure des années. Donc attention à Paul de ne pas tomber dans ce piège-là, mais c'est tellement difficile de faire un choix à son âge aujourd'hui
que son entourage, par contre, là-dessus, doit être hyper pro. Vous pouvez poser la question à Arnaud Démare, qui, pendant des années, s'est dit « Ah, je vais faire classique, ah, je vais revenir sprinter ». Eh ben, on perd du temps parce que forcément, tout est tellement spécialisé aujourd'hui que quand on est un pur sprinter, il faut se concentrer à être un pur sprinter. Et il y a vraiment un débat entre les coureurs qui sont des sprinters et qui font les classiques et les pro sprinters. Et on voit bien aujourd'hui que ceux qui gagnent les sprints, mis à part Philipsen et Pedersen, les autres sont que des pro sprinters. Vas-y Thomas. Non, je disais, les autres font un choix et Jasper Philipsen étant effectivement une exception, mais une exception dans un collectif où il y a aussi Mathieu Van Der Poel, ce qui lui permet de jouer sur plusieurs tableaux à la fois sans être la carte numéro 1 de son équipe. En parlant d'équipe, la question, elle va se poser d'après toi, Thomas, ou pas? Parce que s'il veut continuer de rêver à un profil de Classic Man, il est peut-être dans l'équipe idoine, mais s'il veut devenir le numéro 1 mondial du sprint, tant qu'il y aura Tim Merlier, ce sera compliqué, non? Je mettrais un bémol quand même là-dessus. Soudal s'est vachement recentré sur les classiques et du coup un peu les sprints en parallèle avec le départ de Remco Evenepoel. On sait que c'est une équipe qui a une j'aime pas dire le mot ADN, donc je vais dire le mot identité tournée vers ces courses-là, et c'est un peu sa pépinière quand même. Trinity Racing en 2023, ça avait été un petit peu la succursale de Soudal. Il arrive en 2024 à Soudal Quick-Step. Je pense que les gens là-bas le connaissent par cœur. Il a créé un environnement très sain autour de lui. J'ai du mal à imaginer que Paul Magnier puisse aller voir ailleurs pour continuer à progresser. À mon avis, c'est quand même chez Soudal Quick-Step que il peut encore passer un cap, et quelque part, en fait, Tim Merlier peut être aussi un atout, un allié dans cette tâche-là, parce que pour l'instant, c'est Tim Merlier qui est sur le Tour, donc Paul Magnier peut se développer sur le Giro, on l'a vu cette année, peut-être qu'il se développera sur d'autres courses aussi, et s'entraîner avec lui, le côtoyer sur certains stages, sur certains exercices, sur certaines confrontations, c'est quelque chose qui va lui faire, à mon avis, qui va continuer à lui faire beaucoup de bien. Donc la question d'un départ pour progresser, à mon sens, elle ne se pose pas. Moi, j'irais même un peu plus loin, moi, parce que Tim Merlier est un sprinter sans trop d'ego. C'est quand même quelqu'un de facile à vivre. Moi, je vois même dans 2 ans, pourquoi pas Tim Merlier devenir le poisson pilote de Paul. Et là, attention, parce qu'avec Tim Merlier en poisson pilote, ça fera des dégâts. Ça, je peux vous le dire. Moi, je vois plus l'histoire comme ça. Effectivement, je vois pas l'intérêt pour lui d'aller voir ailleurs, parce que on a bien vu cet hiver, il y a des choix qui ont été faits pour le renforcer aussi bien sur les sprints que sur les classiques. Des hommes qui sont bons dans ce qu'ils font. Moi, je trouve qu'en tout cas, en interne, dans cette équipe-là, on fait ce qu'il faut autour de Paul. Moi, je vois ça très, très positivement, en tout cas. Je trouve que l'histoire s'écrit bien. Et je vous dis, ça ne m'étonnerait pas un jour de voir Tim devenir le poisson pilote de Paul. Et là, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, attention, ça fera des dégâts. Le duo s'apprécie en tout cas. Deux Oui. hommes qui se respectent oui, et tout qui à fait. apprécient courir ensemble. Vas-y. Et puis encore une fois, Tim, c'est quelqu'un qui n'est pas un sprinter avec de l'ego, quoi. Forcément, je veux dire, Ça s'était quand même pas très bien passé avec Philipsen chez Alpecin, Oui, mais mais- c'était peut-être plus du fait de Philipsen. je sais pas. Mais c'est pas pareil. Tim, il a 33 ans. Dans 2 ans, il aura un 35. C'est Enfin, vrai, c'est vrai. il a eu besoin de s'affirmer. Tim Merlier, il est arrivé tard dans une belle équipe pour s'affirmer. Il a eu besoin de se prouver à lui-même qu'il avait cette place dans une des plus grandes équipes. Donc aujourd'hui, ça, il le fait. Il le fait bien. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'avais 2 petites choses à rajouter. Nico l'a dit, il a 33 ans, Tim Merlier, donc il n'est pas éternel. C'est aussi un atout pour Paul. Merlier a gagné sur le Tour de France, il a gagné sur le Giro, il a gagné sur pas mal de classiques. Donc forcément qu'il a beaucoup de choses à lui apprendre. Et en discutant quelquefois au bus le matin avec des gens qui sont actuellement sur le Giro, qui côtoient Jonathan Milan et un peu l'entourage de Lidl, Jonathan Milan a quand même laissé filtrer plusieurs fois qu'il ne comprenait pas que son équipe ait laissé partir quelqu'un comme Jasper Stuyven pour une équipe comme Soudal où il y avait un sprinter comme Magnier. Donc ça rejoint ce que dit Nico sur le côté que le recrutement et ce qui est mis en place autour de Magnier est cohérent pour qu'un mec comme Milan soit ému que ce mec-là soit parti, c'est que ça a son importance. Il nous reste 3 minutes pour conclure et pour évoquer l'après-Giro, l'avenir à moyen terme de Paul Magnier. Alors toi, des jeunes champions, Nico, t'en as vu passer. Comment est-ce qu'on peut digérer un nouveau statut? Parce qu'indéniablement, Paul Magnier va ressortir différent de ce Giro, du moins dans l'esprit des suiveurs. Est-ce un écueil pour un tout jeune coureur comme lui? Vous savez, un sprinter, chaque jour est différent et il faut gagner le lendemain. Donc,
Moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un nouveau statut. Chaque sprint est un duel, sont des duels, c'est compliqué, les chutes sont présentes. Moi, je pense qu'il n'y a pas à se poser cette question-là, en fait. C'est comme monter sur un ring de boxe, hein, un sprint. Il faut juste avoir la grinta et puis la bonne vista au bon moment. Je vois pas ça comme ça. Franchement, je vois pas d'écueil par rapport à ça. Il va refaire des courses et puis au départ de cette course, il aura ses coéquipiers pour l'aider. Et puis au moment où on arrivera sous la banderole des 10 bornes, on se mettra en place, au 5, un peu plus. Et puis au kilomètre, on fera son sprint. C'est ça, la vie d'un sprinter. C'est pas se poser 50 000 questions chaque jour. Et il faut gagner. Donc, je vois pas d'écueil. Après, si forcément il est dans une spirale négative et qu'il gagne pas, c'est ce que je disais encore une fois tout à l'heure en début de podcast. Là où ça pêche un peu, c'est dans l'état de forme au niveau régularité. Quand Paul est en très grande forme, il gagne. Mais il y a des moments dans la saison où il n'arrive pas à garder ce niveau de performance. J'espère encore une fois qu'avec les années et puis ce poids qui va rester maintenant le même, il garde cette constance et là il va gagner des courses, des sprints parce qu'il est un très bon sprinter et il a des qualités de durabilité qui sont aussi très bonnes. Est-ce que par contre la question qu'on peut se poser, est-ce que il est aussi bon grimpeur qu'un Philipsen? Là par contre c'est un vrai bémol. Thomas, la dernière question, elle sera pour toi. Les plans de Paul Magnier à moyen long terme, sur quelle course est-ce qu'on aimerait le voir briller? C'est un sprinter français, donc on aimerait le voir briller sur le Tour de France. Je crois que la question, elle est assez facile. Dans l'immédiat, je pense que non, c'est trop tôt. Après, moi, c'était sur les classiques belges cette année que je l'attendais aussi. Donc pour moi, son avenir, il va être sur ces courses-là. Pour prendre une autre dimension, il faudrait gagner des grandes courses. Pour moi, il y a encore une étape à franchir. Merci Thomas, on te laisse rejoindre le départ de l'étape du Giro. Mollo sur les pâtes et les pizzas quand même, hein. Reviens-nous en forme. Bien sûr, je suis affûté, Jérémy, je peux vous le dire. Merci Thomas, merci Nico, merci Mathis. Salut, on se retrouve le mois prochain pour un 6e numéro d'Échappée cette saison. Ciao. Ciao.